souviens, là-bas, il y avait un très gros barrage à côté de la station essence. Un barrage Il y avait un gros barrage de miliciens autrefois, là où il y avait la station essence en 94. Vous êtes passé par là? Ah bah souvent, ouais. Il y avait partout des barrages. Mais pour des blancs, ce n'était pas compliqué, c'est pas difficile. C'était tout simplement compliqué pour les Noirs, pour les Rwandais. Alors on peut dire que vous êtes rescapé du génocide. Un petit peu. Eh? Un petit peu. Karikana mukure mu bigenge. Ouais, quand tu me dis imbere tumuhura. Une église, un presbytère, entre les deux un long couloir. Le couloir longe l'église puis traverse le presbytère d'un bout à l'autre. Un jardin aussi. La première fois que j'ai emprunté ce couloir, il était bondé de réfugiés. Dehors, les milices Hutus et l'armée rwandaise ratissaient la ville. C'était au mois de mai 1994. Le génocide des Tutsis du Rwanda entrait dans sa 5e semaine. Moi, je filmais. C'était mon métier. Journaliste, caméraman. Je me disais que mes images allaient alerter l'opinion, pousser le monde politique à réagir. Les semaines passaient. Rien. Dans le couloir, les réfugiés étaient de plus en plus nombreux. Maintenant, le monde savait. Toujours rien. Les massacres continuaient, méthodiques, partout à travers la ville. Un jour, ce fut le tour de la paroisse. Les miliciens ont forcé les portes. Ils ont exécuté la plupart des réfugiés. Mes images n'ont rien changé. Au bout du couloir, je me souviens d'une porte de fer. Il fallait que je revienne ici. Le père Blanchard, le curé de la paroisse, était toujours là. Voilà. Je me souviens que là, il y avait des mares de sang, hein, ici. C'est vrai, oui, il y a eu, oui, oui. Il y a eu des gens qui avaient été tués ici. Derrière, mais après. Pas au moment de l'attaque de l'église, mais après. Même avant? Donc ils ont été... Il y avait eu une première, tu m'avais raconté avant? Oui, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens qui ont... le premier jour, qui ont été tués autour de l'église. Mais ici,
C'est venu plus tard, des gens qu'ils ont probablement amenés et traînés ici. J'ai ces images en moi depuis des années. Je voulais les ramener ici, là où je les avais filmées. Les partager avec les habitants du quartier de Nyamirambo, celui de la paroisse. C'était la seule trace que j'avais gardée de ces gens. J'espérais retrouver un survivant, prendre le temps de l'écouter, essayer de comprendre ce qu'il s'était passé, pourquoi on n'avait pas su l'empêcher. De ces images, je voulais en faire naître d'autres aujourd'hui, 10 ans après. Revoir des images, réouvrir les plaies. Leurs premiers mots étaient durs, c'étaient des mots de colère et d'incompréhension. En 1994, je n'avais pas compris à quel point mon pays était lié au régime rwandais. Non, mais laissez-la finir et puis après on discutera après le film. Ça c'est qui ça? Et Thérésia, vous avez dit Thérèse? Vous avez dit Mathilde. Et l'autre personne, vous avez... Un petit garçon. Oui. Il y en a que tu reconnais, là? Non. Et tes enfants, toi? Oui, mes enfants. Ils sont vivants? Oui, ils sont vivants. Tous? Oui, les deux. J'avais 2 enfants. Ils sont vivants. Là, tu l'as pas vu, peut-être il y avait... Je me demande si c'est pas toi derrière. Alors, là, il y avait une dame, là. Ça, c'est pas toi, ça? Oui, c'est bien moi. C'est toi, ça? Et ta petite fille, on la voit aussi. Il y a maman. Ça, c'est lisse. En rose ou en haut? En rose. D'accord. Elle était là
l'enfant de mon amie, mon amie Françoise. Mais toute la famille était éliminée. J'avais récupéré la petite. Mais malheureusement, je n'ai pas pu la garder. Quand ils viennent tuer ma grande fille Sylvie, il va toujours se cacher dans la chambre, en dessous du lit. Et ce jour-là, ils viennent et ils disent au père Blanchard qu'ils veulent nous évacuer. Et nous allons dans leur camionnette. Après, j'ai trouvé que Sylvie n'est pas là. Je dis, oh mon Dieu, où est ma fille? Je peux aller la trouver? Ils m'ont dit oui. Je descends pour aller chercher Sylvie et je laisse Lise dans la camionnette. La petite, je l'avais toujours dans ma main. Alors, je suis allée chercher Sylvie. Après, quand je reviens, il commençait à tirer dans la camionnette et je retourne dans la maison. C'est comme ça qu'on a été sauvés. Alors, Lise était là dans la camionnette. Mais ils n'ont pas venu. Ils ont venu pour tuer les gens. Les gens qui étaient là. À 14h. Vers 14h. Une camionnette est venue d'Aihatsu. La camionnette s'est arrêtée. Ils ont commencé à tirer à travers les fenêtres, par les fenêtres de la maison où nous étions. Et nous avons demandé au père d'ouvrir la porte et les fenêtres pour que on puisse respirer, parce qu'on y avait lancé les grenades à l'intérieur, à gaz. Tu veux écouter? Et il dit aussi, nous n'étions pas des animaux. Ouais. Ikindi abashoboye kubaho, hari benshi bari mu buzima bubi. Igihe niba naragize amahirwe yo kuba ubu ndiho, umwana wanjye ashobora kuba yiga, ariko hari benshi badafite aho kuba, benshi bakinapfa kugeza ubu ngubu, hari benshi bakicwa. Njye nkeka ko nabo bakagombye gusubizwa uburenganzira bwabo, bakagira aho kuba, bagasubizwa mu buzima busanzwe, nabo bakongera kuba abantu, kuko buri gihe twumva ko twapfuye, twumva ko tutari abantu. Ni nk'aho umuntu yakavutse nyuma ya 94. Ikindi mwebwe mwambajije, muri abanyamahanga, muri abafaransa, ariko ntabwo nabo bitwaye neza mu gihe cy'intambara. Bagombaga, hari icyagombaga gukorwa kugira ngo he gupfa imbaga y'abantu ingana gutya, abapfuye bangana kuriya. Hanyuma Ce matin, à 500 mètres de l'aéroport, 8 corps gisent dans leur sang. 4 hommes et 4 femmes de la minorité Tutsi. Français. Minorité Tutsi.
corps gisant, belligérant. Pour moi, le Rwanda commence comme cela. Quelques bribes d'horreur aperçues au journal télévisé, quelques mots entendus. Mai 1994. 5 semaines après le début du génocide, il n'y a pratiquement plus d'images du Rwanda. L'essentiel de la presse est reparti avec les Occidentaux évacués au premier jour des massacres. Je voulais venir ici, venir pour raconter. Je ne savais pas comment. Bernard Kouchner voulait y aller lui aussi. L'ONU l'avait officieusement mandaté pour tenter une médiation entre le FPR de Paul Kagame et les autorités rwandaises. Depuis le déclenchement des massacres, les troupes de Kagame marchaient sur Kigali pour renverser le régime. Kouchner m'avait proposé de l'accompagner avec un journaliste de presse écrite. Il savait que sans images, un événement disparaît de l'actualité. Et moi, j'avais trouvé en lui le moyen de me rendre au Rwanda. D'un commun accord, ma caméra enregistrerait l'avancée des négociations. Derrière mon œilleton, j'observais l'histoire en train de se faire. General, if we offer to the governmental side to open humanitarian corridor, you already accepted? No, we have already. It was in fact our proposal that Yes. it to be made like that. Yes, so it's the government that created the difficulties. So there is just a little chance for them to accept, but we must try. And of course, if we are able to reach the place tomorrow, it will be a fantastic joint action for humanitarian reason. I saw Boutros Ghali in Geneva and another time in South Africa, and it was completely in agreement with him. If I succeed, if not, it was not in agreement with him. What are you waiting for to take Kigali? Because you are practically circling it. Why you don't take the city? See, in order to stop the slaughters? Taking any place that is militarily defended by force of arms is not that simple. It's not like taking a cup of tea. So even taking Kigali, where thousands of troops and thousands of militias are heavily armed present, is not just something you walk and take. It is all a process, and we are not under any pressure to do it in a certain time framework. We take it steadily but surely. Are you surprised personally that the French army accuses you of having started or the whole thing by attacking the presidential guard? Well, first of all, I wouldn't be very surprised if the French army made any false allegations against us, against the RPF. And I'm saying this because they've been involved in this conflict we've been having here in the country. They have been very partial. They've been obviously partial. They've been taking sides in this conflict. L'après-midi même, Kagame nous avait proposé une escorte pour nous rendre à Kigali. Je me souviens qu'en chemin, nous nous étions arrêtés dans ce village que l'armée régulière venait d'abandonner.
sait combien il y a de corps enterrés? n'abandi bagiye bava gutya bagiye bava harazara Kimironko abantu bari mu hano twasanze 26 magana 250 arabaza bari hano ariko bari mu ndani hano ariko ukuntu kingana kivuye ahangaha aho mwe ntuzigaruke kujyana twajya zigiriye n'ibihumbi 26 biri mu hano ariko hajemo n'abakimira mbese kuremera yose sekweremera yose ndavuga abantu mwashyizemo hano Versimir on a compté il y a à peu près 26 000 corps. C'est un chiffre approximatif. Et comment ils ont fait pour les enterrer? Moi, bien, j'ai été en Washington. Twagiye gushaka imashini izo mashini cukura za pokre. Ils ont cotisé. Ils ont loué une machine à bulldozer. Ils ont creusé une tranchée, grande fosse. Puis ils ont mis des corps dedans, ils ont mis des plastic sheeting. Puis ils ont entassé dedans. À la date de ma première visite à Kipagapaga, le 11 mai 1994, je lis sur mes notes « 3e jour ». Toujours cette fatigue qui revient, une impression de mur, de parler et de reparler toujours de la même chose sans parvenir à la nommer, de tourner autour. Elle met tout le monde d'accord et rend tout le monde silencieux. Red crew is gone, eh? On the head? Under the cross. Allez, on veut. Est-ce que c'est comme le tableau d'une maladie? C'est-à-dire tu vois des signes qui ne trompent pas, tu as l'habitude. Alors raconte-nous, tu te dis, bon, je vois ça, donc explique-nous ça. C'est pas facile, hein. J'avais le sentiment que l'irréparable avait été commis, qu'il restait quelques personnes à sauver certainement, mais que j'avais le sentiment que tout ce que j'avais fait toute la vie pour prévenir le massacre des minorités avait été inutile là et qu'on avait régressé de 20 ou 30 ans. Puisqu'après tout on l'avait su, puisqu'après tout on nous l'avait dit, et que la communauté internationale avait accepté, pas sous l'œil des caméras, mais sous l'œil de quelques caméras, qu'un génocide, c'est-à-dire la détermination froide de tuer pour ce qu'ils étaient et non pour ce qu'ils avaient fait, tous les Tutsis de ce pays impossible qu'était le Rwanda, et que toutes les explications fournies, vaguement fournies, c'était les seigneurs, la race des seigneurs, les chefs et tout ça. Ce qu'on entendait en France, oui, mais c'était la révolte des esclaves, ne valait rien devant ce spectacle des crânes répandus et des lambeaux de vêtements qui s'attachaient, et surtout de ces oiseaux qui venaient bouffer ce qui restait de la chair humaine. Tu te souviens de ce qu'il y avait et tu te souviens sur de le mur de l'église, l'école? Oui, ouais. C'était une école, je crois. Une école. On a commencé à sentir, non pas cette odeur de massacre frais, parce qu'on sent cette odeur de chair pourrie, et que plus nous avancions, plus la densité
des restes des eaux était importante, et plus nous étions d'abord obligés de nous taire. Et je me souviens qu'en rentrant dans cette classe, puisqu'il y avait des tables, des bancs, il y avait donc les restes, enfin la poussière qui était là, la boue qui était là, était une boue de chair humaine et de poussière d'enfants et de cadavres, et que tout le monde avait été tué sans doute dans cette église. J'ai revu ça aussi au Libéria, dans une église, et on marche dedans. Alors on ne veut pas marcher parce qu'on a le respect stupide et tardif de la mémoire de ces gens. Je me souviens moi aussi de ce moment. Le soldat voulait que je filme l'école. Nous avons traversé un champ d'herbe parsemé de restes humains. J'ai trébuché sur un squelette de nourrisson coupé en deux, avec comme forme d'excuse la caméra rivée sur mon épaule. Arrivé à l'école, le soldat a ouvert la porte. J'ai coupé ma caméra. Comment faire entrer ça dans un cadre de télévision ? Le lendemain de notre visite à Kipagapaga, j'ai repris ma caméra. Sans vraiment réfléchir, je me suis mis à filmer tout ce que je pouvais, comme si je voulais consigner chaque moment de notre voyage, avec l'idée vague qu'un jour, peut-être, j'essaierai de comprendre. La bête, celle qui est passée à Kipagapaga quelques jours avant nous, ne se laisse pas regarder frontalement. La seule chose que je pouvais faire était d'en filmer les traces. Aucun problème, on arrive puis on passe tout ça. Il faut prendre ça par derrière. J'étais avec Bernard Kouchner lorsqu'il a fait irruption dans votre bureau au QG de l'ONU. Vous vous souvenez un peu de cette période ? Tout de même, on est au mois de mai à ce moment-là. J'ai presque 6 semaines de travail où les tueries continuent. On essaye d'aider des gens à traverser. On en protège au-dessus de 30 000. Et on continue à chercher des gens pour les sortir. Il y a eu une négociation de paix. Nations Unies qui ont enlevé toutes mes troupes presque avec dans l'idée que oui, ces massacres-là vont terminer, puis après ça on reviendra. Mais seulement pour que je leur prouve que les massacres ne terminent pas, ils continuent à s'amplifier. Et donc, finalement, les convaincre de m'envoyer une force. Le 17 mai, donc tout autour de votre arrivée, je reçois le mandat que oui, je vais avoir 5000 soldats. Alors, le fait qu'il était français, au départ, vous vous êtes méfié un petit peu vous avez... Totalement. Oui. Totalement. Parce que ma surprise était qu'un Français puisse passer par ici. Et je savais l'histoire des Français sur le terrain, non seulement comme aidant les structures militaires et gendarmerie du gouvernement, incluant des militaires, des conseillers au sein même des unités élites, les unités extrêmes comme la garde présidentielle, et les antécédents des deux altercations auparavant où
les Français avaient participé. Et aussi, il faut se rappeler qu'en décembre, le demi-bataillon français a quitté quand j'ai pu déployer ses troupes. Et leur attitude envers nous a été une attitude très froide. On a échangé très peu d'informations. Ils n'étaient pas particulièrement advenants. Et d'ailleurs, ça m'a laissé un mauvais goût. Si ça vous va, il est comme un peu comme hier. Ouais. Alors je m'assois. Pardon. Ce jour-là, Kouchner rencontrait les autorités gouvernementales pour tenter d'évacuer plusieurs sites de réfugiés. Le général Roméo Dallaire, qui commandait les casques bleus, faisait les présentations. Face à nous, Théoneste Bagosora et Augustin Bizimungu, les deux hommes forts du régime. C'était eux qui semaient la mort dans le pays. Moi, je vais me tasser. Voilà, alors c'est vraiment, Monsieur le ministre, l'occasion de vous rencontrer des autorités dans vos capacités et je suis bien content de pouvoir au moins être un peu participant et je vous laisse la parole. Merci d'avoir bien voulu me rencontrer et vous, en général, je vous remercie bien sûr d'avoir organisé cela. Cette rencontre, elle est précieuse dans ce sens que ça prouve que Bagosora était le leader sur le terrain. Il est certainement une figure qui, pour moi, reflète le diable. Je veux dire, les chefs des Intramoués, ça, c'est évident, c'était plus des humains, c'était des corps qui ont été totalement envahis par le diable. Alors, il n'y avait plus rien dans ces têtes-là qui avait d'humanité. Et que Bagosora, selon moi, personnifiait ce leadership dans cet enfer qui avait été créé. Parce que là, quand on vous voit dans la réunion, c'est une réunion assez civile, disons. Ah oui, oui, très décontractée. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans votre tête à ce moment-là quand vous avez Kouchner d'un côté, Bizimungu, Bagosora de l'autre, et que tout le monde se fait des sourires? Je suis obligé de négocier, tout de même avec ces autorités. Et alors, mes options sont blancs et noirs. Soit je négocie avec eux pour tenter de sauver des gens et potentiellement établir un certain contrôle sur eux pour arrêter la guerre et arrêter les massacres, ou je sors mon pistolet et je les tire. Il n'y a pas d'autre chemin, il n'y a pas de grille dans cette situation aussi flagrante. Alors, à ce moment-là, je n'ai aucune capacité, moi, de prendre le contrôle de la situation parce que je n'ai pas de soldats presque à le faire, pas d'équipement. Et d'emblée, il est, à mon avis, le lien avec les extrémistes sur le terrain. Comment, dans votre tête, vous arrivez à vous dire, bon, bah, les gens, tant pis, les gens continuent à se faire massacrer, mais moi, je vais peut-être trouver une solution. Parce que pour un militaire, c'est difficile, je suppose, hein, de ne pas leur tirer dans le tas, quoi, je suppose. Hein. Mais c'est exactement, tout être humain, voyant des crimes contre l'humanité, veut réagir. Moi, dans mon rôle aussi représentant de la mission, parce que je suis devenu chef de mission, car mon supérieur civil a été, en tout cas, il est parti. Alors là, j'avais, moi, une responsabilité, ce que je considérais encore un peu conscience. C'est que je les voyais faire, je le rapportais grâce aux médias et je m'assurais qu'il n'y aurait pas l'excuse de la communauté internationale de dire oh, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. Et dans ce contexte-là, je trouvais que c'était un rôle absolument valable. Il fallait que je gêne la communauté internationale à agir. Et s'ils n'allaient pas agir, bien, il y aurait assez de matériel là pour que ça reste sur leur conscience. Sur mon carnet, à la date du 13 mai 1994, poche de survivants partout à travers la ville.
repérer les lieux, lister les réfugiés. Milice interamue. Une centaine de personnes barricadées dans une paroisse, église attaquée. 2 prêtres, Blanchard et Otto, ont refusé d'être évacués sans les réfugiés. C'était la paroisse du Père Blanchard, le jour où j'ai emprunté pour la première fois le couloir, là où se terrait Mathilde. Les casques bleus avaient classé le quartier en zone rouge, la zone de danger maximal. Bonjour. Voilà, ça c'est fantastique. Bonjour. Michel Bonneau, collaborateur de Bernard Kouchner. Ah, c'est bien, Kouchner a bien parlé à la radio. Ça va. Sauf hier, ils ont encore tué à la barrière. Oui, ils ont tué à la barrière. encore. Oh, oui, oui. Oui. C'est des voyous, non? Vous avez donné aux voyous des armes et des grenades. Alors, le résultat? La gendarmerie ne donne pas les armes aux voyous. Ma foi, vous savez, vous avez des étoiles. À la barrière, il s'est passé quelque chose hier? Ah oui, non, c'est dégueulasse. Bon, enfin, vous venez pour nous déplacer ou... Non, si je pouvais, avec le major, peut-être m'entretenir avec vous? Ça va. Hein? D'accord? Ok. Il y avait ce jour-là à la paroisse tous ceux qui auraient pu faire quelque chose pour que cesse l'horreur. Les casques bleus de l'ONU, un colonel rwandais, Michel Bonneau, représentant de Bernard Kouchner, les 2 prêtres occidentaux et moi, l'envoyé spécial de la presse internationale qui filme. Mieux pas. Parce que... C'est comme ça. C'est terrible. Il y a eu des tués ici, vous le voyez. C'est les tués des premiers... du 2e jour, disons le vendredi. 8, je pense. Après quelques instants d'hésitation, Blanchard avait accepté de témoigner dans l'église, où les réfugiés avaient été attaqués une première fois quelques jours plus tôt. Ce sont des photos de gens qui étaient ici. Les gens sont venus se réfugier indistinctement. Pour eux, l'église représentait un espoir, une sécurité. Oui. J'ai vu des gens tués, tantôt par balle, tantôt par coup de couteau, tantôt par coup de gourdin. C'était insoutenable. Pour un homme d'église, pour un homme de foi, comment comprendre que Dieu permette ce genre d'horreur? Eh bien,
c'est une interrogation qui est terrible pour nous aussi. Et c'est une interrogation que je pose moi-même à nos chrétiens parfois, et tout prêtre que je suis, ce sont parfois eux qui me remontent le moral et qui me disent « Non, quand même, là, tu exagères, Dieu ne peut pas me permettre ça. Ce sont les hommes qui sont infidèles. » Et vous voyez que moi-même, je pose parfois, je suis tenté de poser la question à Dieu. Comment est-ce possible ? Voilà. Quand je suis arrivé la première fois, tu as hésité à accepter. J'ai hésité très fort, ouais. Tu te souviens d'ailleurs. À un moment donné, j'ai eu quelques angoisses après l'émission d'Envoyé spécial. Bon, je me dis, c'est un peu embêtant, c'est une arme à double tranchant. Hein. Ou bien ça peut provoquer une aide qui nous arrive pour nous sortir de ce mauvais pas. Évidemment, il y avait toujours le danger que ce soit exploité contre. Hein. C'est pour ça que je t'avais demandé de ne parler que des enfants. Et non pas des adultes. Ce qui a mis dans la tête de l'opinion que nous avions que des enfants, que c'était une espèce d'orphelinat, alors que ce n'était pas ça, quoi. Il y avait beaucoup d'enfants, effectivement, mais il y avait aussi des adultes. Je me suis dit, bon, de toute façon, l'émission Envoyé spécial, ça ne va pas passer avant 15 jours ou 3 semaines, il sera passé, il y aura beaucoup d'eau qui aura coulé sous les ponts, et puis avant que ça arrive au Rwanda, qu'ils puissent voir ça, j'espère quand même que ce sera fini, toute cette affaire-là. J'arrive au barrage, au dernier barrage ici. Un des gars qui tenait le barrage me dit « Ah, mais dis donc, je t'ai vu hier soir à la télévision. » Alors j'ai dit « Aïe, aïe. » Et il m'a dit une parole qui me laissait supposer qu'ils avaient pris ça du bon côté. Il a dit « Tu as un cœur compatissant. » Alors je me suis dit « S'ils le prennent comme ça, ça va. » C'est un milicien qui t'a dit ça ? Un milicien qui m'a dit ça. Oui. Ils l'ont vu sur le satellite, quoi. Ben, je ne sais pas comment ils l'ont vu, oui, sans doute. Hein. Et donc, il y a quelqu'un qui avait la télévision dans un coin, ils ont vu l'émission. Alors, c'était un compte tout de suite, hein, immédiatement. How could we stay far from that genocide? It concerns you. We are part of them. We, as human beings. It is no longer possible to say this is African affairs. This is human being. This is one of the worst catastrophic humanitarian catastrophe of the world. C'est une affaire qui concerne le monde entier. C'est une des vraies catastrophes humanitaires de ce temps. Alors, employer le mot génocide n'est pas mon habitude, mais ces gens ont été tués pour ce qu'ils étaient, pas pour ce qu'ils ont fait. People who have been killed because they were ethnically or politically precisely something. Not because they have done bad things, just because they were. Monsieur Kouchner, qu'est-ce que c'est le but de votre visite ici à Kigali? C'était de contribuer à l'ouverture de corridors humanitaires. Alors je te vois dans la cour de la Mauro, c'était le nom de l'hôtel, donnant des interviews un peu à la chaîne, hein, à certains journalistes qui étaient dans les locaux. Je te vois le dire en français, en anglais, toujours la même indignation, quoi. Comment tu faisais? Est-ce que pardonne-moi, est-ce que tu rejoues cette indignation parce que tu penses que c'est important? Comment ça se passe à ce moment-là? Je crois que c'est à moitié l'un, à moitié l'autre. Oui, je rejoue sans doute l'indignation, mais l'indignation était réelle. Et elle n'était pas feinte du tout. Malgré mon habitude des massacres, il y avait là une densité, une détermination, une productivité au niveau du massacre qui méritait... Nous étions les seuls, alors il fallait bien que je le fasse, hein, avec Michel, avec Renaud et avec toi.
Et il fallait bien qu'une voix, même ténue, même un peu ridicule, je le sentais bien. Qu'est-ce que ça avait de ridicule? Oh, bah parce que tu comprends, à un moment donné, être professionnel du tapage, on me l'a assez reproché. Et être porte-parole de l'indignation permanente, on dirait la révolution permanente, quoi. Le Trotsky de l'indignation. On s'en lasse, quoi. Enfin, c'est très compliqué ce que tu me demandes, parce que je revois ça. Allô? Monsieur? Allô? Allô? Ouais, allô? C'est samedi, tu comprends? Allô? Oui? Ah, Bruno, mon pote. Bon, où es-tu, chez toi? Moi, je t'ai vu appeler un Bruno. C'est qui, Bruno? Bruno, c'était Bruno Delay, qui était l'homme de l'Afrique et des affaires diplomatiques à l'Élysée. Ah bah, je lui avais déjà dit, je l'ai eu le président hier. Et j'ai dit 19h, mais c'est pas grave, c'est simplement pour qu'on prenne une décision sur ce qu'on continue de tenter de faire ou non. Alors, il t'a résumé la situation, Bruno, ou pas? Bon, il y en a là 73, dont on ne prendra malheureusement que les petits, parce qu'au-delà de 15 ans, au barrage, il les tue. D'autre part, il y a un autre orphelinat, qui est tenu par un type formidable, un Rwandais, mais qui est en liaison avec une association qui s'appelle Accueil sans frontières de Montpellier. Donc, si tu veux, les deux opérations sont françaises. Et en gros, l'idée serait... Pardon? Donc tu lui racontes ça? Oui. Je raconte ça. Et comment ça réagit à l'autre bout de la ligne? Je ne me souviens pas qu'on ait mis en doute mon témoignage. Non, je me souviens que Bruno y avait été sensible et qu'il avait dit « j'en parle au président » et j'ai dit « j'appellerai le président ». Et donc tu as parlé à Mitterrand, tu lui as dit ce que tu avais vu? Oui. Et quelle réaction? Oui, je me souviens, c'était à l'hôtel chinois et sur la terrasse. Donc j'ai raconté au président avec qui, encore une fois, j'avais des rapports extrêmement francs. Puis c'est pas la première fois que je l'appelais dans une région, à partir d'une région difficile pour lui demander d'intervenir. Et j'ai dit, il faut que la France intervienne. Et il a dit, c'est ce qu'on demande à l'ONU. Je crois qu'il a été très sensible à ce que je disais, mais je n'ai pas... Bah, bon, il ne m'a pas dit, les parachutistes français arrivent. Hein, bon. La présence de Philippe Gaillard et de son équipe avait réellement un sens. Ils soignaient, ils sauvaient. Lorsque le Premier ministre Jean Kambanda, je pense vers la fin avril, après 15 jours, 3 semaines de génocide, me convoque en présence du préfet de Kigali, M. Tarsis Renzao. Et puis me dit, Monsieur Gaillard, il faut que la Croix-Rouge nettoie les rues de Kigali parce que tous ces cadavres qui pourrissent au bord des routes, c'est un très sérieux problème d'hygiène. Puis je le regarde et je dis, mais attendez, vous voulez que nous allions évacuer les cadavres des gens que vous
vous faites tuer? Je dis non, ça, Monsieur le Premier ministre, je suis désolé, ça je ne fais pas. Là j'ai un problème éthique, je ne fais pas. Et puis c'est à ce moment-là qu'il me dit, ce qu'on pourrait faire, c'est mobiliser les prisonniers de la prison centrale de Kigali, habillés en rose, les prisonniers au Rwanda. On a des camions, la préfecture a des camions, et puis on pourrait faire évacuer, ramasser les cadavres par les prisonniers. Le problème, M. Guerre, c'est qu'on n'a pas de benzine. Je dis, Monsieur le Premier ministre, aucun problème, je vous donne un coup de main. Je vous offre la benzine. Passez avec vos camions à la délégation, on vous fait les pleins nécessaires, etc. On a fait ça, Ils ont fait ça en un temps record. Je pense que ça a été quelques jours pour ramasser les cadavres. Et puis, une fois l'opération terminée, je demande au préfet Renzao combien est-ce qu'ils en ont ramassé de ces cadavres. Puis il me répond, je ne peux pas vous dire. Et puis quelques jours plus tard, j'ai vu le vice-préfet, j'ai oublié son nom. Le vice-préfet, puis je lui dis, entre nous, je ne vais pas le répéter, mais ça m'intéresse, comme ça, comme statistique. Vous en avez évacué combien de ces cadavres? Puis il me dit 67 000. Dans une ville qui avait, je ne sais pas, un petit peu plus de 200 000 habitants. Je ne sais pas comment est-ce que j'ai fait, je ne sais pas comment est-ce qu'on a fait pour tenir le coup du 6 avril au 6 juillet 1994. Je sais pas, il y a des situations qui sont tellement fortes, qui sont tellement indescriptibles, qui sont tellement incroyables, que je pense que le discours poétique est mieux à même de le transcrire que le discours rationnel, si tu veux, parce qu'on est quelque part au-delà de l'imaginable. Je veux dire, tuer 1 million de personnes en moins de 3 mois, et sans chambre à gaz, simplement avec des machettes et des tournevis. Pourquoi tu parles de poésie? Tu n'arrives pas à le dire autrement ou... Attends, je vais t'expliquer. Donc oui, explique-toi là-dessus. Je vais t'expliquer. Il n'y a aucune dimension poétique dans ce qu'on a vécu là-bas. Je veux dire, ce qu'on a vécu là-bas, c'est la négation même de la poésie, c'est la négation même de la beauté. Un génocide. C'est du non-sens. Alors qu'un poème, c'est un surplus de sens. Donc, si tu veux, c'était symboliquement important, religieusement important, encore une fois, religieusement au sens fort du terme, sans aucune connotation de religion quelconque, mais de pouvoir partager avec mes collègues de travail, en principe avant le repas du soir, la lecture d'un poème. Et c'était pas particulièrement mes collègues n'étaient pas particulièrement des gens avec une sensibilité littéraire fine, quoi, mais dans un tel contexte, ça prenait une telle force, parce que c'était des paroles positives. Hein. Il faut s'alimenter.
quand on a vécu jour par jour des heures et des heures de non-sens génocidaire, de suicide, de pouvoir partager du sens, partager des images avec ses propres collègues, c'est bien. Il y avait un silence extraordinaire pendant les lectures. C'était un peu grotesque, et nous étions quand même là pour ça. Et c'était grotesque par son irréalité, par la dimension du massacre. Il y avait 2 petits cons qui étaient là, 4, pour alerter le monde. Alors que nous étions branchés, États-Unis, Nations Unies, France, Angleterre, qu'avec Roméo Dallaire, tous les soirs, on appelait les pays, il y en avait 19, qui, un par un, avaient promis d'envoyer des troupes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, ces salauds? Je sais que Clinton n'a pas fait une seule réunion de cabinet, qu'il n'y en a pas eu. Et pourtant, j'aime Clinton. Et j'aimais François Mitterrand. Alors, est-ce que c'est la montagne d'égoïsme qui nous saisit quand il s'agit des autres? Mais j'ai su, je le savais depuis longtemps, mais j'ai su au Rwanda pourquoi les Juifs étaient morts pendant la guerre. J'ai su pourquoi on n'a pas bombardé les voies de chemin de fer. J'ai su pourquoi les camions et pourquoi les Juifs, dans cet échange qui n'a pas eu lieu. J'ai su qu'Auschwitz était à la portée de tous. Et quand je dis, contre tout le monde, ou à la surprise générale, que tous les hommes sont capables de tout, mon exemple, ce sont les enfants du Rwanda. Ce sont les enfants Hutus qui ont tué leurs copains de classe. On peut dire, bien sûr, que ça avait été préparé, que les adultes ont joué un rôle. Bien sûr, on peut tout dire. Et que ça peut se répéter demain. Qu'il n'y a pas de vaccin contre ça. Un mois plus tard, je suis revenu chez Blanchard et Otto. Plus de 160 personnes s'entassaient désormais dans la paroisse. Tout le monde est arrivé ici, chez les frères Joséphites, donc il y a eu cette attaque hier après-midi. 6 frères tués, à peu près 75 personnes aussi qui ont été tuées. Alors les rescapés sont arrivés ici, vous voyez le frère Joséphite et les quelques personnes qui ont pu venir. Ensuite, les sœurs Bénévikila ont été menacées. Dans leur panique, elles ont demandé à tout le monde de partir, de quitter leur maison, ils ne trouvent pas de maison. Et ce matin, à 6 h du matin, ils sont tous arrivés ici, ils sont dans l'église, parce qu'on n'a plus de place. On n'a plus de place, on ne sait pas où mettre les gens, ça n'a rien à faire. Et on essaye de leur donner un peu quelque chose à manger, mais ça devient très difficile. Hein. On peut donner à boire, mais c'est un drame fantastique. Épouvantable. Donc vous avez au moins deux groupes qui vous ont rejoint ici. On est attaqué. Pardon. Je l'ai sorti. Par où ils sont sortis? Ils sont ici. Vous voulez voir? Non, enfin. Vous risquez de vous faire. Non, tu peux.
J'ai souvent regretté de ne pas avoir ouvert cette porte, juste pour voir. Passer de l'autre côté des murs. Je crois que c'est pour cela que j'étais devenu journaliste. Derrière la porte de fer, les miliciens étaient là. Le temps d'hésiter, une rafale m'a perforé la hanche. Je me souviens que l'attaque a cessé aussitôt et que j'ai été évacué. J'ai été évacué parce que j'étais journaliste, blanc. Mais ça va, dis-moi, viens voir. Tu enregistres? Moi ça va, mais il y a les gens qui sont coincés là-bas, le père Blanchard, ils sont tous retranchés dedans, il faut absolument les sortir de là. Moi je peux pas faire plus que ça. So that was your cameraman. You were there, you were next to him? Yes. Aïe! What did happen? At the Père Blanchard's church, they are very threatened. Somebody must do something to get them out. All those children, they are like me. But I'm here and they're over there and they're shooting. Okay. So you must... Ladies and gentlemen, They're all over the this city. is an OT, all over the city. You should tell the world, I can do more than that. tu arrêtes ta bécane là? Elle est en route depuis tout à l'heure. Arrête là. So then, did you understand that I was sort of having people go to visit the guy? Yes. Do you think, and this is very honestly, do you think that if other journalists had gone and filmed these people, not only at the parish, not only at the church, but other places, do you think that might have protected at least some of them, or do you think it wouldn't have changed anything? No, I think they can protect a little bit. I think they can protect a little bit. Probably not if one journalist go there, if a group of journalists, if the press, you know, you mean the press with the P, Sure. The big P, the press is coming, so also the militias, maybe they want to say what they want, what is happening. I don't know, I went, you know, when I arrived in June, the story was not at the major point. Front page, yeah. Yes, it's not the main, the front page. But this was not the reason because I didn't went to your church. I didn't went because I feel that it's better don't go. What did you do with these images? Did you use this part, or what happened? Okay, I used that day. I'm sure I used that story because, you know, when the wars are so far, no, as the Rwanda was for Italy, for Italian interest, if a journalist is injured, is a news. Is a better news than probably 20, I'm sorry to say this, but that 20 Rwanda children killed. If in that day you would be not in the church, and the church just 10 or 20 people were injured, maybe would be for us a news, just to say a news without images. Okay, I don't have images that day, but just a news, 20 injured people, children, women also, in a church in Kigali, the war is going on. Alors ça c'est... Je vais rembobiner un peu. De Jean de Dieu, je n'avais aucune image. Nous étions pourtant à quelques mètres l'un de l'autre en 1994 dans la paroisse. Je vais un peu plus loin. Un jour, je m'étais approché tout près de lui. Mieux pas. Jean de Dieu était l'un des 4 hommes cachés dans l'épaisseur des toits. Et vous,
vous, quand vous êtes entrés là, les miliciens n'ont pas... Ils ne vous ont pas vu. Et ils sont revenus dans la maison là, des pères. Ouais, ils ont vu qu'il y avait des hommes, alors on a été obligé de sortir de notre cachette. Ils sont venus avec des marteaux, des fers à béton, des couailles, des machettes. Il y avait des miliciens, il y avait des militaires, 3 ou 4 militaires qui étaient avec eux. Je crois que ce sont eux qui les dirigeaient. Moi, remarquant qu'il y avait des miliciens de notre quartier, je me suis dit, il faut m'adresser à ce militaire. Je ne sais pas, peut-être un hasard, quelque chose qui m'est venu comme ça dans ma tête. Comme j'avais un peu de sous, j'avais une affaire de 50 000 francs rwandais. Bon, je lui ai passé ça tout en disant, ça il faut, toi tu es un peu intellectuel, tu vois, il ne faut pas que cet argent soit gaspillé ou bien jeté ou quelque part. Tu dois prendre ça et tu vas voir comment tu vas arranger tes problèmes. C'est comme ça qu'il m'a promis de me sauver. Alors, les autres amis avec qui j'étais, eux, ils n'avaient pas d'argent. C'est comme ça, les miliciens les ont pris et ils sont partis les tuer. Je ne sais pas, mais dans les environs. Mais tous ces gens, c'est des gens nouveaux dans le quartier, non? Ça a beaucoup changé? Ça n'a pas beaucoup changé. Ceux qui se sont réfugiés au Congo, ils sont revenus. Il y a aussi des nouveaux qui étaient au Congo, Burundi, Ouganda. Ici, c'est chez moi. C'est là où j'étais avant d'aller à la paroisse. Ouais, on était ici avec madame, ma belle-mère, les enfants et tout ça, on était ici. Je ne sais pas si vous pouvez aussi voir, il y a une fosse là, on avait un trou, on appelle ça un puits perdu. Alors, après notre départ, ils ont découvert qu'il y avait un trou d'eau, puis ils ont amené des gens qu'ils ont tués, ils les ont mis dans... Et ils sont toujours là? Ils sont toujours là. Dans ton jardin? Ici, devant, il n'y a pas de jardin, mais c'est à côté de la maison. Alors c'est ici, là où il y a des gens. On dit que plus de 200. En dessous, là? Oui, en dessous, là. On a essayé de bien faire pour que ça se voit un peu bien. Mais on va les enlever ici, on va les déterrer, on va les mettre quelque part. Je vous propose de commencer ce journal par la situation au Rwanda, où la folie meurtrière continue de faire des ravages. Une quarantaine d'enfants réfugiés dans une église de Kigali, la capitale, ont été enlevés aujourd'hui. Un prêtre français, le père Henri Blanchard, vit depuis 30 ans au Rwanda. Vous avez peut-être vu son portrait dans Envoyé spécial il y a 3 semaines. Eh bien, ce matin, il est rentré en France, où il estime être désormais beaucoup plus utile pour témoigner et dénoncer la léthargie des gouvernements occidentaux. Si nous vous parlons aujourd'hui, c'est pour que vous nous aidiez à sensibiliser la communauté nationale et internationale à venir au secours de ce pays. C'est un pays qui est en train de se suicider. C'est vraiment un drame. Depuis vendredi dernier, tous ces enfants ont donc disparu, enlevés par les milices. Le père Blanchard a vu les corps mutilés de certains d'entre eux. Pour les autres, il n'a plus guère d'espoir. Et c'est pour ça que le père Blanchard a choisi de rentrer en France pour témoigner de l'horreur, pour que tout cela s'arrête un jour.
Je revoyais les regards des gamins que j'avais filmés à la paroisse, là, sur l'écran de télévision de ma chambre d'hôpital. C'étaient mes images qui repassaient. Cette fois non pour dénoncer, mais pour froidement annoncer leur mort 2 jours après mon évacuation. La paroisse, les couloirs, les regards des réfugiés. Pour moi, ce sont les images du génocide, l'histoire même du génocide. Nous y étions, nous avons filmé, nous avons raconté. Nous aurions pu éviter un massacre et on n'a rien fait. C'est précisément à ce moment-là que le gouvernement annonce le lancement de l'opération Turquoise. On estime aujourd'hui qu'à cette date, près de 800 000 Tutsis et Hutus de l'opposition ont été exterminés. Le génocide se termine de lui-même, faute de survivants. Maintenant qu'ils étaient morts, les gamins que j'avais filmés chez Blanchard vont servir de caution au grand spectacle de l'opération Turquoise. Ça commence en réalité le 17 juin. Et qui arrive à ma porte? Bernard Kouchner, avec un représentant du comité de crise du président. Du président français? Oui, Mitterrand. Alors, je les reçois tout de même positivement, surpris encore de leur présence. Et là, on entame des discussions en ce qui a trait que la France ne peut pas continuer à vivre avec des scènes d'orphelins qui sont morts, blessés, et ainsi de suite, que c'était tout simplement pas une atmosphère qui était tolérable. Alors, il venait en représentant du gouvernement ou de Mitterrand comme tel pour me convaincre qu'il fallait avoir plus de monde pour intervenir pour arrêter ces massacres-là. Alors, je règle les problèmes dans les troupes et tout ça, et je remonte pour discuter avec eux. Ça m'a donné un peu de temps d'absorber qu'est-ce qu'ils voulaient. Alors, j'ai dit, moi, je comprends mal que ça a pris des scènes comme ça, 3 mois plus tard que le début des massacres, que tout à coup, vous êtes intéressés à envoyer des troupes. Des troupes qui sont perçues par le Front patriotique comme l'ennemi, et c'est le Front patriotique qui tout de même est en avance et combat avec succès contre les troupes que vous avez entraînées, que vous avez équipées, et qui sont en train de faire toutes les exactions sur les gens. Alors, je leur ai dit catégoriquement que je ne voulais pas de troupes français. C'est le dernier groupe que je voulais avoir sur le terrain. Cloué sur mon lit d'hôpital, j'en étais réduit à voir la suite de l'histoire à la télévision. Après 2 mois de pénurie d'images, les 2 mois du génocide, les caméras sont maintenant omniprésentes aux côtés de l'armée française. Comme si quelqu'un, quelque part, avait décidé d'ouvrir à nouveau le robinet à images. Je rappelle que notre objectif est humanitaire. Sauver, dès que possible, des gens, des enfants, des vieillards, des civils, des religieux, des gens qui sont menacés dans leur vie. Et je ne vois pas qui, aujourd'hui, peut nous reprocher, au nom d'une communauté internationale souvent défaillante, de faire en sorte qu'on sauve un enfant. C'est une opération humanitaire, conduite dans un temps limité, avec l'objectif de sauver tous ceux que nous pourrons sauver des massacres. Mais nous avons bien conscience que l'opération est difficile, complexe et risquée. Mais c'est tout à l'honneur de la France d'engager une opération humanitaire. Depuis notre premier voyage au Rwanda 2 mois plus tôt, Bernard Kouchner avait gagné la confiance de Paul Kagame, le chef du FPR. Persuadé des bonnes intentions de la France, heureux qu'elle se décide enfin à réagir, Kouchner avait proposé au gouvernement français d'aller lui-même convaincre Kagame du bien fondé de l'intervention. Comment il a réagi alors? Bon, il a été très réticent, très méfiant.
Après, il a demandé à me voir seul à seul. Je l'ai vu les yeux dans les yeux. Je lui ai dit, vous m'avez fait confiance, c'est vous qui m'avez appelé. Vous devez me faire confiance là. À ceci près, hélas, que moi je pensais que l'opération aurait lieu à Kigali. Parce que c'est à Kigali qu'il fallait arrêter les massacres. Je lui ai donné l'exemple de Saint-André, où ce conglomérat d'églises où ses partisans étaient en grand danger. Hélas, l'opération n'a pas eu lieu à Kigali parce que je pense que les militaires ont trouvé que c'était trop risqué. Elle a eu lieu sur le chemin de l'exil vers le Congo, vers le Zaïre, République démocratique du Congo, je ne sais pas comment. Et elle s'est mal passée. Honnêtement, hein, j'arrive pas non plus à croire que c'était voulu qu'elle se passe mal et qu'on allait protéger les salauds, les génocideurs, les pourritures. Un flot d'images relayait le message du gouvernement français. La France vient arrêter les massacres et sauver le Rwanda. Mais il manque une information pour lire convenablement ces images. Il n'y avait plus de Tutsis dans cette région du pays. Et c'était ceux qui les avaient exterminés qui accueillaient les Français en libérateurs. Ils avaient des raisons d'être joyeux. L'intervention française allait bloquer l'avancée du FPR de Kagame et les mettre à l'abri de toute représaille. C'est chaud. 2 millions de Rwandais se mettent en marche sur les routes du pays. Ce sont sans doute les images les plus connues du Rwanda. C'est une opération humanitaire. Il s'agit d'aller sauver des populations. On a vu tout à l'heure les survivants qui sont sur les routes. Il y en a qui sont entourés, encerclés, menacés d'extermination. Et c'est cela que nous voulons protéger. Il s'agit d'aller sauver des populations. On a vu tout à l'heure les survivants qui sont sur les routes. Il y en a qui sont entourés, encerclés, menacés d'extermination. Et c'est cela que nous voulons protéger. Il ne s'agit pas d'une opération d'intervention politique. Malgré les bonnes intentions, bien trop tardives, affichées à la mi-juin, dans les semaines qui suivent, la réalité est tout autre. Qui c'étaient ces gens sur les routes? C'était cet exode qu'on a vu, cette foule? Ce sont des civils Hutus, les uns sans armes, les autres armés de mitraillettes, de tournevis, de machettes, de grenades. Ce sont les forces armées rwandaises. Oui, voilà. J'imagine un certain nombre de ministres et d'autorités, puisqu'on en a quand même attrapé quelques-uns à gauche et à droite plus tard. Donc ces gens se dirigent vers l'ex-Zaïre, donc vers les troupes françaises. Oui, tout à fait, puisque les troupes françaises, à ma connaissance, atterrissent à Goma. Oui. Et le seul corridor possible pour ces gens-là, c'est la seule sortie possible, c'est Goma. Ces gens-là ne fuyaient pas les massacres, ces gens-là fuyaient l'avance du FPR. 6 Pumas survolent les collines au sud du Rwanda. Les parachutistes français sont aux aguets car les rebelles du FPR y sont infiltrés. Direction Butare, la seconde ville du pays, menacée par l'arrivée imminente du Front patriotique. À Butare, c'est la confusion. La population fuit. Les rebelles, qui étaient hier encore à 3 km de la ville, ont poursuivi leur poussée. Cette fois, ils sont là, à quelques centaines de mètres des militaires français. Rebelles infiltrés, menace imminente. L'armée française a reçu la consigne de communiquer le plus largement possible sur ces opérations. Par un formidable tour de passe-passe médiatique, la menace ne semble plus venir de l'armée rwandaise et des milices, mais du FPR, la seule autorité qui jusque-là, de fait, mettait fin au génocide au fur et à mesure de son avancée. Filmées du point de vue des militaires, les images renouent avec la lecture ancienne des événements, tenaces. L'ennemi reste bien le FPR,
génocide ou non. Cette fois, les soldats français sont là pour évacuer les religieux et les réfugiés. Cette fois, les journalistes sont là pour en assurer les images. Ces images étaient en train de réécrire l'histoire. J'aurais tellement aimé pouvoir les filmer, 3 mois plus tôt, à Kigali. Quand on est là-bas au mois de mai et qu'on essaye d'alerter, il n'y a plus d'ambassade, il n'y a plus de militaires, il n'y a plus rien. Comment est-ce que Mitterrand ou le gouvernement, comment ils sont informés de la situation? D'abord parce qu'on a théoriquement des services d'intelligence, comme on dit. Mais là, il n'y avait plus personne, ou ça fonctionne quand même? Il y a des honorables correspondants, enfin comment ça remonte? Oui, il y a des honorables correspondants, mais là, je crois que plus rien ne fonctionnait. Il y a eu cette opération de l'improbable baril. Bon, après, il n'y a plus rien eu. Donc quand toi, tu appelles Mitterrand, que tu lui expliques ce qui se passe, il a Non, mais il y avait des gens qui devaient renseigner. Oui, je l'appelle, je l'ai au téléphone. Et je le sens, bien entendu, remué par ce que je dis. Et il a d'autres informations qui lui viennent des canaux militaires, peut-être? Bien sûr. Oui. Alors, on a dit beaucoup de choses, mais on disait que les canaux de renseignement étaient avec les interarmées et avec les militaires de l'armée régulière, puisque c'est nous qui les avions entraînés, puisqu'il y avait des compagnonnages et puisqu'il y avait, bien entendu, ou alors ils n'auraient pas fait leur travail, des réseaux qui demeuraient, Donc est-ce qu'il est possible... Mais enfin, il y avait aussi cette grande débandade, hein, qu'est-ce qui restait? Mais est-ce qu'il est possible à ce moment-là que des officiers français, qui étaient en liaison, qui avaient leurs copains, leurs alliances, est-ce qu'ils auraient pu désinformer ou influencer Mitterrand dans Sans aucun doute. Oui. Je ne dis pas qu'ils l'ont fait, j'en sais rien du tout. Mais c'est possible, quoi. Mais bien sûr, c'est possible. Personne ne peut dire « Désolé, nous n'étions pas informés, nous n'avons appris les choses que plus tard ». Non, on a pu suivre ça de façon quotidienne. Et quelle conclusion tu en tires? Ouais, du poids, malgré toute l'admiration que je peux avoir pour le courage des journalistes, en tout cas pour le courage de certains d'entre eux, c'est que il y a des contextes où l'information ne contribue pas à modifier le cours des événements. Je ne suis pas en train de dire que le journalisme, l'objectif principal du journalisme, c'est de sauver des vies. Non, je pense que ce n'est pas ça. L'objectif principal du journalisme, c'est d'informer. Mais bon, je veux dire, oui, souvent l'information modifie le cours des choses. La communication, le fait de rendre des choses publiques, ça a un impact. C'est un geste politique, l'information. Eh bien, là, il y a eu de l'information quasiment en direct, sans aucune conséquence politique. Et je pense que, enfin, je ne sais pas, toi, tu es journaliste, je pense que pour un journaliste, ça doit quand même poser quelques questions ou problèmes, ça. Le fait de voir que le travail qu'on fait n'a aucun impact sur le cours des choses. Si ce n'est que, bon, tu peux vendre des images à telle ou telle chaîne. Invité de notre journal, Jean Carbonard, président de l'association Survivre. Vous venez de faire partie d'une mission de la Fédération internationale des droits de l'homme qui a passé environ 15 jours au Rwanda. Vous venez juste de rentrer. On vient de voir des images tout à fait effrayantes et vous avez d'autres témoignages à donner sur ces violations de droits de l'homme assez terribles. Oui, ce qui nous a beaucoup frappé au Rwanda, c'est à la fois l'ampleur de ces violations, la systématisation, l'organisation même de ces massacres, parce que on a parlé d'affrontements ethniques, mais en réalité, il s'agit de beaucoup plus que d'affrontements ethniques. C'est une politique organisée que nous avons pu vérifier malheureusement, parce que
dans plusieurs coins du pays, en même temps, éclatent des incidents et ça n'est pas fortuit, ça n'est pas gratuit. On sent que derrière tout ça, il y a un mécanisme qui se met en route et on a parlé de purification ethnique, de génocide, de crimes contre l'humanité dans le pré-rapport que notre commission a établi et nous insistons beaucoup sur ces mots. Alors, ce que vous dites, c'est qu'à la différence de ce qui se passe actuellement dans l'ex-Yougoslavie, où on est un petit peu malheureusement spectateur, là, nous pouvons avoir un rôle beaucoup plus actif. Nous pouvons agir sur l'événement. Oui, c'est les deux choses qui m'ont frappé. D'abord, l'implication du pouvoir. Jusqu'à quel niveau nous sommes réservés pour le moment. Mais on est convaincus, tous les membres de la mission étaient convaincus que jusqu'à un niveau élevé dans le pouvoir, il y a une responsabilité très grande. Ce que je voudrais ajouter aussi, c'est que notre pays, qui supporte militairement et financièrement ce système, a une responsabilité et des fosses, comme celle que vous avez vue, il y en a pratiquement dans presque tous les villages. Toutes les femmes de la minorité Tutsi voient leur mari, leurs frères, leur père tués. Elles sont ensuite comme des bêtes, abandonnées, violées, maltraitées. Et j'insiste beaucoup, nous sommes responsables. Vous aussi, Monsieur Mazur, vous pouvez faire quelque chose. Vous devez faire quelque chose pour que cette situation change, parce qu'on peut la changer si on veut. On a trouvé des femmes qui sont terrées au fond de la forêt depuis des semaines avec leurs enfants. On peut faire quelque chose. Il faut qu'on fasse quelque chose pour elles. C'était plus d'1 an avant le génocide. Que faut-il dire? Que faut-il filmer? Trop près, la brûlure. Trop loin, l'indifférence. Vous dites si vous voyez. Là, sur le côté. Ça, c'est toi? Et t'avais quel âge là? 12 ans. 10 ans. Donc 22 ans. Tu te souviens de beaucoup de choses? Oui. Et tu as des copains qui sont toujours vivants, qui sont là? Il n'y a plus personne. Il m'a dit que tout le monde était mort. Oui, c'est moi qui est resté parmi tous ces gens. Tu n'as pas retrouvé de... nza mubona hasize uwo nibuka naje kubona ni uriya Matilde nta wundi kugeza ubu ngubu twari plus de 60 personnes niwe nabonye wenyine n'aba ngaba ntabwo nari nzi ko bari bahari barabimbwiye ngira ngo ni njye n'uriya twari turi babiri gusa none ndabona hari n'abandi. Ça c'est toi? Oui. Où ça là? Là? Oui. Avec la chemise? Et toi, tu avais quel âge ce jour-là? 20 ans. 20 ans, là, ici?